Cette vidéo a pour but de vous expliquer comment compléter le document de dépannage. Tout d'abord, vous avez la mise en situation professionnelle. Donc on vous dit que vous venez de recevoir sur votre smartphone un message vocal de Monsieur Durand. Actuellement, vous vous trouvez au dépôt de votre entreprise Melec 56, situé au 5 rue Saint-Marcel à Lorient. Il est 17h15, vous n'êtes donc pas disponible pour vous rendre sur les lieux pour procéder au dépannage dans l'immédiat. Vous décidez néanmoins de commencer l'intervention à distance pour ensuite vous rendre sur place demain matin. Donc on va commencer par la préparation. Alors, la première chose à faire, ça va être de cliquer sur le lien. Soit vous cliquez sur le lien, ou soit vous flashez avec votre smartphone, et vous allez tomber sur un message vocal. Donc vous allez avoir Monsieur Durand qui va vous expliquer ce qui ne fonctionne pas sur son installation. Donc moi, en l'occurrence, Monsieur Durand m'a dit que la lampe de son salon ne s'allumait pas. Alors, comme c'est un message sur le répondeur, il va falloir rappeler Monsieur Durand pour convenir d'un rendez-vous. Donc vous allez commencer par compléter la feuille d'appel. Donc vous allez mettre le nom de l'interlocuteur, donc ici Monsieur Durand. Vous allez mettre les disponibilités de l'entreprise Melec 56. Vous allez noter l'objectif de l'appel. En l'occurrence, vous allez l'appeler pour prendre un rendez-vous. Vous allez préparer l'appel, donc c'est-à-dire de quoi vous allez avoir besoin lorsque vous allez passer l'appel. Vous avez peut-être besoin de votre agenda ou d'un schéma. Et ici, vous allez pouvoir lui poser des questions. Donc ça peut être des questions sur le fonctionnement de son installation, ou ça peut être des questions sur comment se rendre jusqu'à chez lui. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez contacter votre interlocuteur pour convenir d'un rendez-vous et le questionner sur le dysfonctionnement afin d'avoir sa version du problème. Donc moi, la version du client, c'est la lampe du salon ne fonctionne plus. Donc vous allez noter la date et l'heure de rendez-vous. Vous avez ensuite un QR code à consulter ici, avant de passer à la suite. Donc la question 4. Vous devez décrire la situation à risque pouvant survenir sur le lieu de l'intervention, puis indiquer les conséquences sur la santé et la sécurité du personnel pour ensuite proposer une amélioration de la situation afin de réduire le risque. Alors vous allez intervenir dans une maison, donc vous n'êtes pas tout seul. Donc il faut bien penser aux situations à risque pour vous et aussi pour les occupants de la maison. Donc par exemple, moi j'en ai mis une, la situation à risque, on peut dire que c'est le Covid. Les conséquences sur la santé et la sécurité, on peut transmettre la maladie, vous pouvez transmettre la maladie au client ou inversement. La proposition d'amélioration de la situation, ça va être de porter le masque et respecter les gestes barrières. Alors évidemment, il y a d'autres situations à risque, ça va être à vous de les trouver, donc il peut y avoir des enfants sur le chantier, donc il va falloir faire attention à ça, des animaux, peut-être que vous allez être amené à travailler en hauteur, donc vous allez noter toutes les situations à risque qui peuvent survenir lors de votre intervention. Ensuite, la question 5, vous allez indiquer les mesures de protection collective, individuelles ou complémentaires pour limiter le risque. Donc, par exemple, en mesure de prévention collective, moi j'ai mis qu'on peut consigner l'installation. En mesure de prévention individuelle, j'ai dit qu'on peut porter des chaussures de sécurité. Et mesure de prévention complémentaire, on peut porter le masque contre le Covid. Alors évidemment, il y en a d'autres, donc ça va être à vous de les ajouter en rapport, bien sûr, avec votre intervention. Alors, ici commence l'intervention de dépannage. Donc avant de vous rendre chez le client, vous allez effectuer un pré-diagnostic en vous appuyant sur ce que vous a communiqué l'interlocuteur. Donc en l'occurrence, ce qui m'a communiqué, c'est que la lampe de son salon ne fonctionne pas. Alors je sais quand même que quand je l'ai appelé, il m'a dit que les autres lampes de son installation fonctionnaient sans problème. Donc on va me demander de localiser la partie de l'installation qui semble en dysfonctionnement. Pour cela, je vais reproduire à la page suivante le schéma électrique mis en cause. Donc vous allez devoir prendre le schéma et essayer de réfléchir à où se trouve la panne. Alors le schéma il est ici. Donc moi j'ai le schéma ici sous les yeux. Donc ça c'est l'installation de Monsieur Durand. Alors comment ça marche? Ici Q1 c'est mon disjoncteur abonné. Donc je vais le fermer. Q2 c'est un interrupteur différentiel. Je vais le fermer. Et Q3 c'est ici un disjoncteur divisionnaire. Donc en l'occurrence ici d'éclairage. Donc comment ça marche? Dans sa maison ici, donc ça c'est un petit corridor, donc ici dans le corridor vous avez un simple allumage, vous avez un seul bouton, vous appuyez sur le bouton, donc la lampe s'allume. Donc sur ce même circuit, il y a la lampe du salon, donc c'est ce circuit-là apparemment qui pose problème. Donc normalement comment ça fonctionne? Ici vous avez un système de va-et-vient,
Donc si j'appuie sur S2, j'allume la lumière. Si j'appuie sur S3, ça éteint la lumière. Si je réappuie sur S3, je peux la rallumer. Voilà. Donc ici, j'ai un système de va-et-vient. Donc là, on me demande de faire une capture d'écran du schéma électrique en défaut. Alors attention, je ne vais pas prendre en photo tout le schéma, puisque ici, je sais que cette lampe fonctionne bien. Donc, ce circuit-là n'est pas en cause. Donc ça veut dire que ici, j'ai bien une alimentation, et les deux disjoncteurs ici fonctionnent très bien. D'accord? Donc ici, ce qui est en cause, c'est ce circuit-là. Avec l'appel, je ne peux pas aller plus loin. La seule chose que je sais, c'est que le courant n'arrive pas jusqu'à la lampe, donc ça ne peut pas allumer. Et si le courant arrive, je sais que le courant arrive ici, puisque cette lampe-là peut s'allumer. Par contre, jusqu'ici, je ne sais pas. Donc je vais sélectionner cette partie de schéma, et je vais l'insérer dans mon document. Donc moi, je l'avais déjà pré-inséré. Je vous rappelle que pour insérer un document, vous devez d'abord l'enregistrer en photo, puis cliquer sur Parcourir, et vous devez aller le chercher. Ensuite, vous allez émettre des hypothèses. Alors les hypothèses, qu'est-ce que ça peut être? Alors l'hypothèse numéro 1, on commence toujours par celle-là, ça va être un problème filaire, et ça va être un test à réaliser sous tension. Alors qu'est-ce que c'est un problème filaire? Alors si je reprends mon schéma, un problème filaire, c'est par exemple un fil coupé, ou un fil qui serait sorti d'un wagot par exemple. Donc le test filaire, ça voudra dire, par exemple, si le fil 6 est coupé, le courant ne pourra pas arriver jusqu'à la lampe. De la même manière que si le fil 9 est coupé, le courant ne pourra pas arriver jusqu'à la lampe. C'est la même chose pour le fil 10, et aussi pour le fil 8. Ça peut être aussi le fil 7. Donc ici, tous les fils qui sont représentés sur le schéma. 6, 9, 10, 8, 7. Donc voilà pour le problème filaire. Donc je suis obligé de le tester sous tension. Donc je vais faire des mesures de tension, je l'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo, pour vérifier que j'ai bien 230 volts partout dans mon schéma. On peut avoir aussi un va-et-vient défectueux, c'est-à-dire que mon bouton S2, peut-être qu'il est défectueux, c'est-à-dire que le contact ne se ferme jamais. Si le bouton S2 est défectueux, le contact va toujours rester ouvert et le courant ne pourra jamais passer. Et c'est la même chose pour S3. Donc on pourrait dire aussi que la lampe H2 est défectueuse. Alors pour éliminer cette hypothèse, peut-être qu'on aurait pu demander au client s'il a essayé de changer une lampe. S'il a essayé de changer la lampe et qu'il y a toujours le défaut, là vous pouvez éliminer cette hypothèse-là puisqu'il leur a mis une lampe neuve, donc ce n'est pas possible qu'elle soit défectueuse. Alors pour la question 8, vous allez devoir proposer une démarche méthodique de localisation du défaut. Pour cela, vous devez compléter un tableau de guidance dans les pages suivantes. Alors moi je l'ai pré-complété, mon tableau, je vais vous expliquer d'où viennent toutes ces valeurs. Alors, ici j'ai mon schéma. Donc ici, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je sais que ce circuit-là fonctionne. Donc pour mon tableau d'hypothèse, je vais faire des mesures sous tension pour vérifier la présence de la tension et m'assurer que la tension arrive bien jusqu'à la lampe. Donc pour faire ça, généralement, on utilise le sens de lecture. Le sens de lecture, ça va être du haut vers le bas, ou alors de gauche vers la droite. Alors, je ne vais pas faire de mesure au niveau de Q1, puisque je sais que le courant arrive bien jusqu'à H1, donc Q1 ne peut pas être en défaut. Même chose pour Q2, même chose sur Q3. Par contre, à partir d'ici, donc c'est-à-dire ce que j'ai sélectionné tout à l'heure sur mon schéma, je vais pouvoir commencer à faire des mesures. Alors ici, j'ai placé un voltmètre. Donc mon voltmètre, en fait, je l'ai placé sur le fil 6 et sur le fil 7, c'est-à-dire sur la phase et sur le neutre. Donc mon fil 6, il provient de mon interrupteur S1. Alors ce qui est intéressant lorsque vous faites une installation électrique, parce que c'est pas évident de placer les deux points de touche de votre voltmètre sur une phase de votre interrupteur et sur un neutre. L'idéal, c'est de faire venir le neutre jusqu'à votre interrupteur. Donc comme ça, la mesure est plus facile. Donc ici, en fait, ça correspond à la première ligne du tableau. Mon fil 6, voilà, qui est là. J'ai raccordé la partie fixe de mon voltmètre. Donc la partie fixe, c'est celle qui reste fixe pendant tout le tableau. Donc c'est-à-dire celle-là. Donc vous allez voir que je ne vais pas bouger cette pointe de touche ici pendant pratiquement tout le tableau. Je vais la laisser ici.
et sur la borne qui s'appelle L de S2. Donc L, c'est le commun ici sur votre interrupteur. Le contrôleur utilisé, c'est un voltmètre. Normalement, j'ai 230 volts. Donc ici, en fonctionnement, j'ai bien 230 volts. Ensuite, je vais tester le fil 10. Donc pour tester le fil 10, donc je vais remettre sous tension. Voilà, donc le fil 10 ici, je le teste à ce niveau-là. Pour tester le fil 10, je me mets sur le neutre toujours. Et cette fois, je vais me mettre sur le 1 de S2, donc une des bornes de S2, en position voltmètre. Alors faites attention évidemment à la position de votre interrupteur. Si je le mets comme ça, là le circuit il est ouvert, donc ici il n'y a pas de 230 volts. Donc testez bien votre interrupteur dans les deux positions. D'accord? Dans une des positions, vous devez avoir 230 volts. Donc si vous n'avez pas 230 volts dans les deux positions, c'est que vous avez un problème avec votre interrupteur. Donc là, je suis en position voltmètre et j'ai 230 volts. Ensuite, vous pouvez tester le fil 9 à cet endroit-là. Et ici, donc j'ai une borne sur mon S2 et l'autre borne sur le neutre. Donc, hop, je resimule, je ferme mes protections. Voilà, j'ai bien 230 volts. Non, j'ai pas 230 volts. Pourquoi? Parce que ici, il faut être sur la bonne position, évidemment. Donc ici, j'ai bien 230 volts. Donc un fil, ça a au minimum 2 bouts. Donc ici, le fil 9, on va le retrouver. Le fil 9, on va le retrouver sur S3. Donc c'est le fil de navette ici. Je suis passé ici. Donc mon fil 9, 1 de S3, en voltmètre et en 230 volts. Donc je vais repasser en simulation. Voilà, je ferme mes protections. Et donc ici, attention à bien mettre S2 en bonne position. Donc là, j'ai bien 230 volts. Je vais faire la même chose pour le fil 10. Donc pour le fil 10, je vais mettre la pointe de touche ici, cette fois sur le 2 de S3. Voilà, mon fil 10, c'est pareil, il apparaît 2 fois. Une fois sur le 1 de S2, c'est-à-dire ici, et l'autre fois à l'autre bout ici. Ensuite, donc j'ai fait mon fil 10, on va faire le fil 8. Donc le fil 8, c'est toujours pareil. On va rester en pointe fixe sur le neutre, et on va tester, hop, le premier bout du fil 8. Voilà. Et normalement, j'ai 230 volts. À condition, bien sûr, d'avoir fermé le circuit. Donc ici, j'ai 230 volts. Attention, je vous rappelle, mais si vous ne mettez pas votre circuit dans la bonne configuration, là, vous pouvez trouver 0. Alors attention à bien mettre le circuit dans la bonne configuration. Donc là, j'ai bien 230 volts, donc c'est bien la valeur attendue. Vous avez ensuite, cette fois, on va aller jusqu'à la lampe, donc au fil correspondant à la phase sur la lampe. Normalement, dans votre DCL, vous avez 2 fils, voire 3 avec la terre. Donc, une phase et un neutre. Donc, moi, je vais mettre sur le neutre et sur la phase. Et là, je vais pouvoir faire ma mesure. Donc, en simulation, ici, normalement, je vais trouver 230 volts. Voilà, je trouve bien 230 volts. Donc ici, si vous trouvez 230 volts et que votre lampe ne s'allume pas, ça veut dire que votre lampe a la bonne tension, mais elle ne fonctionne pas. Donc si elle ne fonctionne pas, vous avez toutes les chances qu'elle soit grillée. Dernière mesure, on va faire le fil 7, parce que ça peut être coupé à ce niveau-là. Donc comment s'en rendre compte? Parce que cette fois, ce qu'on va faire, c'est que notre voltmètre, on va prendre une phase. Donc cette fois, la pointe fixe correspondra à une phase. Hop, donc par exemple ici, mon fil 6, ça correspond à la phase. Et je vais prendre le neutre, ici de H2. Et normalement, ici, je devrais trouver 230 volts. Voilà, donc ici, j'ai bien 230 volts. Voilà pour les mesures sous tension. Donc ça correspondait à l'hypothèse numéro 1. Pour l'hypothèse numéro 2, alors l'hypothèse numéro 2, c'était le va-et-vient S2 qui serait défectueux. Alors le va-et-vient S2, il serait là. C'est-à-dire défectueux, ça veut dire que le contact ne serait jamais fermé, il resterait ouvert. Alors comment je teste ça? Eh bien, je vais démonter mon interrupteur, je vais le déconnecter, et avec un ohmmètre, je vais tester entre le L, donc c'est-à-dire cette borne ici, et la borne 1, celle-là ou celle-là. Et je vais tester dans les deux positions. Alors, si le contact est fermé, on devrait avoir 0 ohm. Par contre, ici, je me suis trompé, c'est ouvert. Donc, vous allez le faire pour S2.
Et vous allez aussi le faire pour S3. Pour vérifier que la lampe n'est pas défectueuse, ce que vous pouvez faire, c'est aussi, donc dans le tableau hypothèse 4, donc hypothèse 4, donc là, ça va être la lampe, fixe, phase lampe, mobile, on peut dire le neutre, lampe, contrôleur utilisé c'est l'ohmmètre, et ici la valeur attendue, ce sera quelques ohms. Et si vous avez l'infini, ça veut dire que votre lampe est défectueuse. Voilà pour les tableaux d'hypothèses. Donc des fois, il peut y avoir 2 hypothèses, 3 hypothèses, donc ça va dépendre à chaque fois de la panne. Donc ici, c'était un va-et-vient. Pour un va-et-vient, moi j'ai trouvé 4 hypothèses. Alors ensuite, vous avez une feuille de route à préparer. Donc pour ça, en fait, vous devez utiliser le logiciel Google Maps ou alors Mappy. Vous avez ici le QR code qui contient toutes les informations, l'adresse du lieu de départ, l'adresse du lieu d'arrivée, le nombre de kilomètres, c'est à vous de le calculer, la durée estimée du trajet, bon ça, généralement, l'application Google va vous la donner. Et avec l'outil signature, vous allez dessiner, ici, vous allez surligner le trajet. Donc, maintenant, vous allez devoir préparer votre véhicule pour partir sur le lieu de dépannage. Donc, pour ne rien oublier, vous allez faire une liste. Donc là, par exemple, vous allez devoir cocher le matériel. Est-ce que vous avez besoin, par exemple, d'un contrôleur d'installation, d'un VAT, d'un appareil pour contrôler l'IRJ45, d'une pince ampère-métrique ou d'un multimètre? Alors évidemment, vous allez le faire en fonction des tableaux que vous avez complétés avant. D'accord? Donc, en toute logique, vous allez retrouver les contrôleurs que vous avez ajoutés ici. Et aussi les contrôleurs que vous avez peut-être ajoutés pour vos situations à risque et les mesures de prévention collective. Peut-être que vous utilisez du matériel ici pour travailler en sécurité. Voilà. Donc, à vous de cocher ça. Pareil pour ici, vous allez cocher les équipements de sécurité qui sont nécessaires, donc, qui vont dépendre des tableaux que vous avez précédemment complétés. Alors, ici, vous allez lister l'appareillage qui sera utile pour le remplacement. Donc, je vous rappelle que lorsque vous allez sur le lieu du dépannage, vous ne savez pas encore ce qu'il va falloir remplacer. Ça se trouve, ce sera un fil, ça se trouve, ce sera un interrupteur. Donc, moi, j'ai listé tout ce que j'ai besoin. Donc, le fil bleu, si jamais le fil 7 est défaillant, je vais prendre le fil bleu au cas où. Pareil pour le fil rouge, ça se trouve, c'est le fil 6. Donc, si c'est le fil 6, il faut que je prévoie du fil rouge. Le fil noir, ça correspond normalement au fil 8. Alors attention, le logiciel il utilise d'autres couleurs. Normalement, un retour lampe, c'est en noir. Donc, il faut que je prenne du fil noir avec moi. Les fils orange pour mes navettes, ici. Et ici, je vais prendre au moins un interrupteur va-et-vient. Alors, je pourrais prendre aussi une lampe. Donc, vous allez mettre les caractéristiques. Par exemple, les caractéristiques, ça va être ici la section des fils. Est-ce que c'est du rigide ou est-ce que c'est du souple? Pour l'interrupteur, vous pouvez prendre l'interrupteur correspondant à la marque installée chez le client. La lampe, vous pouvez dire par exemple la puissance de la lampe. Ici, combien vous allez apporter à chaque fois de ces appareils ou de ces équipements. Donc ensuite, vous devez aller sur la partie 14. Compléter la fiche de retrait de l'équipement, page 12 sur 15. Donc on va s'y rendre. Alors à la page 12, on retrouve la fiche retrait de matériel, sur laquelle vous allez marquer le numéro du bon de retrait. Donc ici, c'est mon premier dépannage, donc je vais mettre 1. Le technicien, c'est votre nom. Ici, vous allez mettre le nom du client. Et vous allez lister l'équipement que vous allez avoir besoin dans votre dépannage. C'est-à-dire, par exemple, ici, j'ai mis le casque, un appareil de VAT et un escabeau, puisque comme je vais intervenir sur des lampes et sur des boîtes de dérivation, il est possible que je travaille en hauteur, donc je vais avoir besoin d'un escabeau. Il y a d'autres équipements. Je vous laisserai réfléchir sur ce qu'on peut mettre également. Réfléchissez bien au contexte dans lequel vous intervenez. Vous intervenez dans une maison, il y a du travail en hauteur, il faut travailler en sécurité, etc. Vous dites si le matériel est en bon état ou pas. Normalement, si c'est un casque et un VAT, ils ne peuvent pas être en mauvais état. S'ils sont en mauvais état, c'est qu'il faut les remplacer. Vous pouvez mettre un commentaire. L'appareillage, ça va être l'appareillage qu'il va falloir remplacer chez le client, selon les hypothèses que vous avez faites. Donc les hypothèses qu'on avait travaillées, c'était un interrupteur va-et-vient, parce qu'en fait, peut-être qu'on aura à remplacer S2 ou peut-être qu'on aura à remplacer S3. Qu'est-ce qu'on peut remplacer également? Le fil bleu, donc ça correspond au fil 7, le fil rouge, le fil noir, en 8,
et orange, ça correspond au 9 et 10. Alors évidemment, tout ne sera pas remplacé, hein. Je le mets dans mon fourgon, mais par contre, il y aura des éléments que je vais ramener avec moi. Si c'est un problème de fil, bah, l'interrupteur va-et-vient, je ne vais pas le laisser chez le client. Donc je vais le restituer lorsque je vais revenir en entreprise. Et ici, vous allez pouvoir mettre le commentaire. La date de retrait des équipements, bah, vous allez mettre la date lorsque vous commencez votre dépannage, et le retour, bah, ce sera quand vous avez terminé votre dépannage. Et ensuite, il y a une signature du technicien et du conducteur de travaux. Donc je retourne ici. Donc la page 12 sur 15, c'est fait. Vous devez ensuite compléter un bon d'intervention, page 13 sur 15. Donc je vais me rendre sur la page 13 sur 15. Donc c'est celle-là, le bon d'intervention. Donc là-dessus, vous allez noter le nom de l'installation, la date, le nom du client, l'heure de début d'intervention, le nom de l'intervenant, c'est-à-dire vous, l'heure de fin estimée. Est-ce que vous êtes en maintenance préventive ou corrective? Donc si quelque chose est en panne et qu'il faut le dépanner, bah, c'est que c'est corrective. Si par contre vous intervenez avant que la panne arrive, bah, c'est du préventif. Donc situation d'installation au moment de la demande, bah, le client il était sous tension. L'habilitation nécessaire, donc ça va être à vous de le cocher. Donc je vous rappelle que vous êtes un chargé d'intervention, donc vous devez choisir la bonne habilitation. Documents disponibles sur le site, donc généralement il y a le schéma électrique qui est disponible sur le site. Donc voilà pour le bon d'intervention. On va revenir. Voilà. Donc voilà pour la page 13 sur 15. On arrive à la question 16. Afin de lever vos hypothèses de panne, complétez l'autorisation de travail, page 14. On va jusqu'à la page 14. La page 14, c'est celle-là. Donc vous allez indiquer le lieu des travaux, système ouvrage, le délai de restitution. Vous allez dire si vous êtes en production. En production, pour une maison, c'est est-ce que la maison est sous tension, en fait? Est-ce qu'il y a des occupants dans la maison? Est-ce que vous avez des pièces nues sous tension dans votre tableau? Si vous avez des pièces nues, bah, il faut supprimer le voisinage. Vous serez peut-être obligé de faire une consignation totale ou partielle. Donc, chez un client, si le client est là, évitez de faire une consignation totale, parce que sinon vous plongez sa maison dans le noir. Il ne peut utiliser aucun appareil. Là, en l'occurrence, vous pouvez faire une consignation partielle sur le disjoncteur Q3, qui est ici. D'accord? Si vous consignez ce disjoncteur-là, bah, les autres départs sont alimentés et le client peut utiliser sa maison pendant que vous intervenez sur la partie de schéma qui est mise en cause. Donc c'est pour ça qu'ici, matériel à consigner, moi j'ai mis disjoncteur Q3. Donc si vous consignez Q1, bah voilà, la maison est dans le noir. Hein. Il n'y aura plus rien d'alimenter. Donc les mesures particulières à mettre en œuvre sur l'équipement, etc. Donc là, vous allez cocher si vous avez besoin des EPI, des ECS ou des EIS. Donc ici, bah, c'est pareil, vous allez compléter le nom du chargé d'exploitation, chargé d'intervention ou du chargé de travaux ou de l'exécution électricien. Donc attention, c'est une fiche générique à plusieurs applications d'intervention ou de travaux. Donc là, vous êtes en intervention, donc à vous de compléter les informations qui sont nécessaires. Peut-être que tout n'est pas à compléter. Alors, ensuite, on me dit de procéder aux mesures. Donc pour faire les mesures, bah, vous allez vous déplacer jusqu'à votre box et vous allez devoir démonter, par exemple, les interrupteurs, ici, et vous allez compléter votre tableau. Donc si je fais mes mesures ici, par exemple, alors, voilà, on va reprendre l'hypothèse 1 et on va faire toutes les mesures. Si on a 230 partout, bah, on continue à faire les mesures ici, et ainsi de suite. Si par contre, bah, vous trouvez 0 ici, et bah, ça veut dire que votre panne, elle a de bonnes chances d'être dans cette partie-là de votre tableau. Donc ça ne sert pas à grand-chose de faire les autres hypothèses. D'accord? Alors, ici, on va dire que ça va être notre fil 8 qui est coupé. D'accord? Donc vous allez voir comment le tableau va se compléter si on coupe le fil 8. Voilà, donc un fil 8 coupé, ça veut dire que mon installation elle serait comme ça. Donc si je fais ma première mesure, le fil 6, on se met sur le neutre, le L2S2. Donc, je me mets en simulation. Ici, je ferme mes protections. Hop, bah, j'ai bien 230 volts. Et donc, je vais faire toutes mes mesures au fur et à mesure. Alors ici, je dois mesurer entre le fil 10, donc c'est-à-dire le neutre, et 1,2S2. Donc je vais me mettre sur le 1,2S2. Donc c'était le fil 10, donc ça correspondait à celui-là. Donc j'ai bien 230 volts, donc là je vais pouvoir noter 230 volts. Ensuite, il faut que je sois sur le 2,2S2. Donc ici, attention à mettre l'interrupteur dans la bonne position. J'ai 230 volts. Ok? Donc vous allez faire toutes vos mesures comme ça. Alors voilà, donc là j'ai complété mon tableau ici. Maintenant je suis arrivé au L2S3 et au neutre. Donc le L2S3, il est là.
et mon neutre est toujours ici. Donc si je simule, ici, alors là je vais trouver 230 volts. Donc je vous rappelle que ici, on a un fil coupé. Hein. Donc ici, pour l'instant, dans mes mesures, je ne le vois pas qu'il est coupé le film. Donc je reste sur 230 volts. Maintenant, je vais mettre sur la phase de la lampe. Voilà. Et là, je vais pouvoir tester de nouveau. Et ici, bah, j'ai beau appuyer sur mon bouton, vous vous doutez bien qu'ici, ça ne peut pas s'allumer. Donc mon voltmètre, là, il met 0 volts. Voilà, donc là, je sais que j'ai un problème. Sur mon fil 8, à un bout, j'ai 230, et sur l'autre bout de mon fil 8, j'ai 0. Donc là, je sais que il va manquer quelque chose, là. Donc là, forcément, ça doit être un fil qui est coupé, ou un fil qui est déconnecté quelque part. Si je fais le dernier test, entre le fil 7 et la phase, alors voilà, donc là, j'obtiens bien 230 volts. Donc ici, je peux mettre 230. Alors a priori, là, en fait, l'hypothèse 2, bah, je ne vais pas avoir besoin de la compléter, ça va servir à rien, puisque je sais que mes interrupteurs fonctionnent, étant donné qu'à chaque appui, j'avais bien 230 volts qui sortaient de mon interrupteur, en sortie de mon interrupteur entre phase et neutre. Donc ici, compléter ce tableau-là n'est pas nécessaire. Je sais qu'ici, j'ai vu que j'avais une différence entre ma valeur attendue et ma valeur mesurée. Donc ici, je sais que j'ai un problème, donc au niveau de mes hypothèses, ici, hop, ça sert à rien que je fasse les autres. Donc maintenant que j'ai trouvé l'hypothèse correspondante, on me demande de préciser l'hypothèse retenue. Donc mon hypothèse retenue, c'était la 1. C'était bien mon test filaire. Préciser la raison du défaut. Alors là, ce sera un fil coupé. Donc quand on me dit de préciser la raison du défaut, je vais dire fil 8 coupé. Je peux préciser entre S3 et la lampe. Donc elle s'appelle H2 sur le schéma. Alors là, je vais lister le matériel nécessaire pour procéder au remplacement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez prendre dans votre fourgon, parmi tout ce que vous avez pris tout à l'heure. Ce dont vous allez avoir besoin, c'est le fil noir pour remplacer la partie qui est là. D'accord? Donc je vais prendre une bobine de fil noir de section 1.5, avec la référence qui est ici. Avant de remplacer, vous allez devoir passer par les étapes de consignation. Donc normalement, vous connaissez ces étapes-là. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faites attention à ce que vous consignez. Ne mettez pas le client dans le noir dans son installation. Donc si il faut faire une séparation, dites bien quel disjoncteur vous allez séparer. Est-ce que vous séparez Q1, Q2 ou Q3? Vous allez faire la consignation. Vous allez faire la réparation de l'élément défectueux. Donc en l'occurrence ici, je vais remplacer le fil. Procéder au contrôle et essai permettant de vous assurer de la remise en état de fonctionnement dans l'installation. Et vous allez faire une démonstration au client et lui expliquer votre intervention. Donc normalement, vous aurez dépanné, vous aurez changé le fil 8. Et ici, hop, lorsque vous allez remettre sous tension, là, vous pourrez montrer au client que ça fonctionne bien. Ensuite, vous devez rédiger le compte-rendu de l'intervention, page 15, en utilisant le QR code suivant. Donc, le QR code ici vous donne le taux horaire de l'intervention de maintenance. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs taux horaires. À vous de trouver celui qui correspond à votre intervention. Et enfin, vous allez devoir déposer votre dossier sur la plateforme numérique. Avant de rendre votre document, n'oubliez pas de terminer de compléter la fiche de retrait de matériel, puisque là, vous avez terminé votre dépannage. Donc, le casque, le VAT, l'escabeau, vous allez le restituer en bon état, donc vous allez pouvoir cocher ici. Si vous avez abîmé le matériel, vous pouvez le mettre ici, par exemple. Alors ici, pour l'appareillage, j'ai pas eu besoin du va-et-vient, donc il va être retourné à l'entreprise. Par contre, j'ai eu besoin de fil noir, donc je peux mettre ici, fil noir, remplacé chez le client. N'oubliez pas de mettre la date de retour et de mettre les signatures. Donc le bon d'intervention est complété, donc page 15. Page 15, donc ici, le rapport d'intervention, vous allez mettre la date, votre nom, le client, l'heure de début d'intervention, l'heure de fin d'intervention, la nature de l'intervention, le défaut constaté, la lampe du salon ne s'allume pas. Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, on a remplacé le fil allant du va-et-vient S3 à la lampe. L'élément remplacé, c'est un fil noir. J'aurais pu même préciser fil 8 et dire qu'il est noir. Hop. Détail des éléments remplacés, vous allez mettre la référence du fil, ce que c'est, la quantité, et ensuite vous allez mettre le prix unitaire et le prix total. Donc attention pour la quantité,
D'accord? Ici, vous avez 2 mètres. Si le prix unitaire, c'est peut-être pour une bobine de 100 mètres. Donc ne facturez pas 100 mètres au client. Facturez lui juste 2 mètres. La durée de l'intervention, donc le tarif horaire correspondant avec le QR code dont je vous parlais tout à l'heure. Et normalement, là, vous avez terminé votre dépannage.